Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologique. Et cette semaine, on a pas mal de sujets à aborder, on va parler de OpenAI, on va parler de Meta, on va parler du dernier modèle de vidéo de Midjourney, et aussi de nombreux autres modèles vidéo d'ailleurs qui sont assez intéressants. Je vais vous montrer tout ça, et je vais faire un petit peu comme l'épisode que j'ai fait juste avant Vivatech, puisque la semaine dernière j'étais à Vivatech et puis j'ai pu enregistrer dans leurs locaux, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'était assez intéressant, on a fait une réaction un peu à chaud de tout ce qui a pu se passer à Vivatech, c'était vraiment un super salon qui était très très intéressant, et du coup cette semaine je vais faire un petit peu comme l'épisode d'avant, donc un épisode sans cut, un épisode qui va être avec peut-être un petit peu plus d'improvisation, mais c'est pas grave, on fait quelque chose de plus naturel, et puis on verra un peu aussi en fonction de vos retours, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire, que ce soit sur la vidéo qui sera publiée sur YouTube, sinon si vous suivez sur Apple Podcast, à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Donc du coup cette semaine, comme je disais, on a pas mal d'actualités assez intéressantes à voir. On va commencer dans le vif du sujet avec une première actu qui concerne du coup OpenAI. Donc on a des rumeurs qui disent que, qui viennent de Sam Altman, qui dirait que Meta serait en train d'essayer de recruter vraiment énormément de talents dans l'intelligence artificielle, et qu'ils auraient notamment proposé à certaines personnes de l'équipe d'OpenAI, certains membres de l'équipe d'OpenAI, d'être recrutés pour un package à 100 millions de dollars, qui pouvait monter jusqu'à 100 millions de dollars. Ça voulait dire que, en gros, dans le package du salaire, il y avait en gros, tout compris, 100 millions de dollars pour la personne qui se faisait potentiellement débaucher de chez OpenAI. Et malgré cela, a priori, les personnes qui ont été ciblées par ces propositions ne sont pas parties et sont restées chez OpenAI. Donc c'est intéressant, ça montre que je pense que les personnes qui sont vraiment à travailler tous les jours là-dessus ne regardent pas uniquement que l'aspect financier, ou en tout cas l'aspect financier peut-être court terme, mais ils regardent un petit peu ce que l'entreprise peut potentiellement faire à long terme, et là-dessus, Sam Altman pense que OpenAI sont les mieux positionnés, et c'est ce qui fait que pour l'instant ils arrivent à attirer de nombreux talents, et qu'ils n'ont pas forcément besoin de se battre à coups de millions de dollars, même si je pense qu'ils payent quand même très très bien les différentes personnes qui sont dans l'entreprise, mais en tout cas ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à des centaines de millions de dollars pour payer les personnes et les convaincre de rester. Alors que Meta, aujourd'hui, Meta c'est une très 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 grosse société, et donc du coup, ils innovent peut-être moins qu'une petite start-up comme OpenAI, qui du coup a peut-être plus de potentiel sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Puis c'est vrai qu'on a vu qu'aujourd'hui, c'est quand même l'une des entreprises qui est vraiment sur le lead là-dessus, et je pense que ça va être quand même assez intéressant d'être dans une entreprise qui en 3 ans a réussi à passer de un illustre inconnu à 800 millions d'utilisateurs, puisque aujourd'hui c'est à peu près les chiffres, on a 800 millions d'utilisateurs sur OpenAI. Je le disais aussi la semaine dernière justement quand on était à Vivatech, on se retrouve à avoir une personne sur 10 qui utilise OpenAI. C'est quand même assez fou de se dire que ChatGPT a un si gros succès. L'actualité suivante, elle est aussi un petit peu liée à tout ça. Ça concerne aussi justement Mark Zuckerberg, qui serait en train d'essayer non seulement d'essayer de recruter des nouveaux talents pour son équipe, qui l'a nommé l'équipe Super Intelligence, qui est censée travailler justement sur un projet d'intelligence artificielle générale, donc une intelligence artificielle qui ne serait pas juste un petit chatbot qui peut nous répondre de façon intelligente, mais qui pourrait avoir une intelligence qui pourrait se transposer à différents domaines, donc une intelligence qui se rapprocherait plus de l'intelligence humaine, et donc il est en train d'essayer notamment d'acheter la société de Ilya Sutskever, et Ilya Sutskever qui c'est un des anciens de OpenAI, qui est parti il y a de ça pas si longtemps que ça, pour justement essayer de créer sa propre startup, et donc sa startup, justement Mark Zuckerberg a essayé de la racheter, mais Ilya n'a pas accepté, et l'offre elle était quand même à 32 milliards de dollars pour une startup qui pour l'instant n'a pas fait grand chose, donc c'est quand même assez fou de voir les montants qui sont en jeu pour des startups qui pour l'instant sont des personnes avant tout, mais qui pour l'instant n'ont pas de produit en tout cas. Donc c'est peut-être aussi que justement il y a peut-être des choses intéressantes qui sont en train de se passer avec cette fameuse startup de Ilya, peut-être qu'ils vont finir par sortir quelque chose, parce que si on voit que les offres sont aussi élevées, c'est j'imagine quand même qu'il y a probablement un produit derrière, pas juste une équipe. Donc on verra aussi s'il va y avoir un petit peu des actualités là-dessus. En tout cas, le deal ne s'est pas fait, et il y a eu aussi, par contre, une tentative de recrutement du CEO de justement cette entreprise. Donc on verra un petit peu comment tout ça bougera. On voit qu'en ce moment, Meta essaye vraiment de recruter activement des talents dans la partie IA. Et ensuite, on a la nouvelle un petit peu sur l'IA générative de la semaine, c'est l'arrivée du dernier modèle de Midjourney.
Donc Midjourney, ils nous ont fait un super beau modèle, je vais vous montrer ça tout de suite en image, hein. Donc pour ceux qui écoutent le podcast, vous pourrez soit aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube, soit je vous mettrai le petit lien en description vers le post que Midjourney a fait, mais ils ont du coup posté un nouveau modèle de vidéo. Et ce modèle, honnêtement, il est assez impressionnant, dans le sens où il arrive à garder le côté style. Alors, je trouve que Midjourney, ils ont toujours été très forts pour le côté un petit peu style, hein. Leurs images, elles ont vraiment un vrai beau style. C'est pas le modèle le plus réaliste, mais par contre, voilà, il marche plutôt bien. Et je trouve que surtout sur les rendus qu'il donne, sur tout ce qui est image un petit peu animation, soit type manga, soit type animé, soit type 3D, les rendus sont vraiment assez dingues, et ils sont très 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 jolis. Et donc voilà, maintenant quand je vois tous les différents outils qu'on a en termes de génération de vidéos, et justement j'en parlerai un petit peu plus tard, on peut réussir à faire des choses très très bien produites avec l'ensemble de tous ces outils là. Donc même si, hein, comme d'habitude, hein, c'est des modèles qui ont aussi des défauts, hein, tout n'est pas encore possible, et puis il y a toujours ce côté-là où la Midjourney, il nous montre un petit peu le meilleur du meilleur, mais honnêtement, voilà, le modèle, il est super impressionnant. Il est disponible avec l'abonnement payant de Midjourney, hein, qui est à 10$ par mois. Midjourney, ils ont plus vraiment d'accès gratuit, hein, depuis un petit moment, on est obligé de passer par les abonnements payants, mais voilà, je pense qu'il a quand même toujours beaucoup de succès chez les créatifs, hein, parce qu'il a ce côté où on peut vraiment travailler une certaine patte, et il y en a pas mal d'ailleurs qui créent souvent leurs images sur Midjourney pour ensuite les animer en vidéo sur d'autres modèles. Donc là c'est intéressant puisque tout pourra être fait directement sur Midjourney. Et voilà, comme vous pouvez le voir pour ceux qui suivent sur YouTube, le rendu il est plutôt sympathique. Ensuite, on va passer à l'actualité suivante. On a des complications, on va dire, entre la relation entre Microsoft et OpenAI. Donc voilà, a priori, OpenAI s'est posé la question de potentiellement faire une plainte antitrust envers Microsoft qui aurait un petit peu trop de pouvoir au niveau de ses data centers. Donc Microsoft a un deal avec OpenAI, hein, c'est les seuls qui sont capables d'héberger, de proposer le modèle d'OpenAI sur leur cloud Azure. Hein. Et donc bon, peut-être que l'entente n'est plus aussi bonne, en tout cas que le deal a peut-être besoin d'être renégocié. Ce qui est sûr, c'est que voilà, en ce moment, c'est plus tout à fait l'amour entre les deux entreprises. Il y a un petit peu de tension, donc voilà, on verra un petit peu comment tout ça évoluera. Mais c'était plus pour vous donner cette info que l'idylle entre les deux n'est plus toujours d'actualité. Et puis voilà, je creuserai un petit peu plus le sujet pour ceux que ça intéresse dans la newsletter. Mais je pense que c'était une actu assez intéressante. Sinon, on revient aussi sur l'actualité du jugement qui entre le New York Times et OpenAI. Donc pour rappel, hein, il y a un jugement en cours, un procès en cours entre OpenAI et New York Times sur tout ce qui est lié au copyright, avec a priori un non-respect de OpenAI du copyright, hein, qui aurait tout simplement, OpenAI aurait tout simplement utilisé les informations du New York Times, hein, ce qui honnêtement ne m'étonnerait pas. Mais le problème, c'est que le juge a demandé à ce que pour l'enquête, hein, liée au tribunal, toutes les données de OpenAI soient gardées, c'est-à-dire toutes les données des chats qui sont également supprimés, des chats anonymes, donc de tous les comptes qui sont des comptes que ce soit gratuits, payants ou pros. Ce qui n'est pas concerné, c'est les comptes entreprises ou les comptes éducation. Donc ce qui veut dire que là, aujourd'hui, toutes vos données sont gardées par OpenAI, même si vous les supprimez, au bout de 30 jours, elles sont gardées, en attendant que ce jugement avance. Et voilà, honnêtement, c'est pas incroyable, hein, on va dire, en termes de droit, hein, sur la vie privée. Et justement, du coup, il y a des personnes qui ont contacté le juge qui a pris cette décision, mais pour l'instant, il reste ferme sur cette décision. Et voilà, on espère que c'est quelque chose qui va se régler assez rapidement. Mais voilà, le fait est que là, pour l'instant, OpenAI, c'est quand même, il y a quand même un sujet, hein, sur le fait que toutes vos données potentielles ne sont pas effacées et elles pourront être gardées du coup via ce procès. Et on sait jamais après derrière, une fois que les données elles sont là, même si elles sont accessibles uniquement par un très petit nombre de personnes dans le cadre d'un procès, ça reste quand même un risque de fuite. Et puis si le New York Times demande à accéder à ces données, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui sont des ayants droit qui demanderont aussi à accéder à ces données? Donc voilà, c'est quand même un sujet. Et ça me rappelle, hein, simplement que comme d'habitude, hein, faites attention à vos données, et si vous voulez travailler avec des IA sur des données particulièrement sensibles, la meilleure solution, ça reste d'héberger un modèle open source. Peut-être que le modèle sera un peu moins performant, hein, c'est même voilà, il sera moins performant, on va être honnête, hein, mais par contre, au moins, vous vous assurez d'avoir un modèle qui est chez vous, sur votre serveur ou sur votre machine, et donc vous n'aurez pas ces soucis de confidentialité. Mais voilà, par contre, faites attention, hein, tous les modèles n'ont pas tous les mêmes performances, et si c'est des modèles qui en plus ne sont pas connectés à Internet, c'est possible, hein, aussi qu'ils soient plus sujets aux hallucinations, même si on va pas se plaindre, hein, aujourd'hui, hein, avec des modèles open source, on arrive à des performances qui sont supérieures à ce qu'on avait au tout début avec ChatGPT, et pourtant on est déjà très content d'avoir ChatGPT sous la main.
Donc voilà, ça peut quand même être, je pense, intéressant pour certains cas d'usage. Ensuite, on a un sujet sur XAI. Donc justement, j'en parlais la semaine dernière pendant le podcast de Vivatech. On annonçait le deal qu'il y a eu entre Mistral et Nvidia, avec justement l'arrivée d'un data center en France qui, si je dis pas de bêtises, devra faire jusqu'à 100 MW. Et donc là, on a un sujet, puisque le data center de XAI qui a été montré très 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 rapidement, donc super, bravo à eux, sauf que ils ont monté aussi toute l'infrastructure électrique qui va avec, parce que quand on monte un data center au milieu de nulle part aussi rapidement, souvent il y a tout simplement pas ce qu'il faut en termes d'arrivée électrique, il faut une énorme capacité énergétique, donc souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils font le data center et les centrales avec. Et donc là, en l'occurrence, ils ont fait des centrales qui fonctionnent avec du gaz et qui notamment font beaucoup de monoxyde de carbone. Et donc il y a un vrai problème de pollution et de qualité de l'air dans la ville dans laquelle le data center a été fait, à Memphis, et donc du coup là il y a une procédure en cours, une plainte qui a été faite justement pour non-respect de la législation locale sur le respect de la pollution de l'air, puisque quand ils ont monté le data center, ils ont tout simplement pas du tout respecté la réglementation sur place, et ils ont monté du coup ces centrales à gaz qui permettent de faire fonctionner ce data center. Et ça me permet justement d'embrayer sur le sujet un petit peu de l'IA et de l'écologie. J'avais fait une vidéo dédiée sur ce sujet, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas, pareil, je la remettrai en description pour que vous puissiez aller y faire un tour, qui analysait un petit peu l'une des grosses études qui avait été faite là-dessus, et qui explique justement que l'un des gros problèmes de la consommation de l'IA, c'est pas en fait la quantité entre guillemets, que ce soit la consommation électrique ou la consommation d'eau, c'est pas entre guillemets la consommation sur le moment, c'est plutôt la consommation, les émissions qui sont liées à la production d'électricité pour cette consommation. Donc ça c'est par exemple pour l'eau, donc quand on parle de l'eau, on a le scope 1 et le scope 2, donc le scope 1 ça va être par exemple toute l'eau qui est consommée pour refroidir le data center en lui-même, et le scope 2 c'est toute l'eau qui est utilisée pour refroidir ou en tout cas pour produire l'électricité. Et donc typiquement avec l'IA aux États-Unis, le sujet de la consommation il est très souvent plutôt sur le scope 2, à plus de 90%. C'est souvent la production d'électricité qui consomme beaucoup d'eau. Et donc là c'est pareil, on a une très grosse production électrique qui va générer beaucoup de monoxyde de carbone et de gaz à effet de serre. Et le problème en fait, c'est tout simplement que ils ont juste créé des centrales à gaz pour créer leur data center rapidement, plutôt que de se plugger sur du renouvelable ou autre, parce que tout ça prend beaucoup plus de temps, et donc pour aller plus vite, ils se retrouvent à utiliser des systèmes qui sont bien plus polluants. Mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que ça c'est pas le cas nécessairement partout. Et ce qui fait aussi que ça va être intéressant d'avoir un data center en France avec justement Mistral et Nvidia, c'est qu'en France on a l'énergie du nucléaire qui elle est très décarbonée, et donc du coup j'ose espérer que quand ils feront ce data center, ils se connecteront directement au réseau électrique français, et donc ils pourront bénéficier de la production électrique liée au nucléaire, qui donc est à très faible émission de CO2. Donc ça, ce serait plutôt une bonne chose. Ça nous éviterait donc d'avoir les mêmes soucis que ceux que peut avoir XAI. Et si ça vous intéresse, dites-le moi, et j'essaierai de voir si je peux trouver un petit peu plus d'informations sur les différents modes de consommation, on va dire, et modes de production des différents data centers des grandes entreprises d'IA. J'essaierai de voir si je peux pas essayer de leur donner une note justement sur si elles sont plutôt bonnes en termes d'émissions ou pas, et donc typiquement un XAI probablement qui seront plutôt mauvais élèves, parce que là a priori vu typiquement cet exemple avec le data center, ce sera plutôt, je pense, plutôt des mauvais élèves. Ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur ChatGPT. Donc maintenant, ChatGPT permet sur certains comptes, alors c'est les comptes pro, les comptes entreprise et les comptes éducation. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai un compte pro et pourtant j'y ai pas encore accès, donc c'est un peu étrange. On va voir, peut-être que ça va arriver plus tard, peut-être que c'est aussi lié aux limitations. Des fois en Europe, on a des choses qui arrivent un peu en décalage. En tout cas, ils ont annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité qui vous permet d'enregistrer vos meetings. Alors il faut pour ça que vous soyez sur Mac. Pour l'instant, c'est uniquement disponible sur Mac, mais j'imagine que ça arrivera prochainement sur Windows, et que vous ayez donc l'application d'installer sur votre ordinateur, et vous allez pouvoir tout simplement appuyer sur un bouton qui va enregistrer tout ce que vous dites, mais aussi tout ce qui se passe dans l'appel téléphonique dans lequel vous êtes potentiellement, dans l'appel Teams ou autre, que ce soit avec Teams, Zoom, etc. Et vous allez pouvoir avoir une transcription de tout ça. C'est limité à 2 heures, donc c'est vraiment pas mal. Et donc même si là pour l'instant c'est pas tout à fait bien mis en place, je me dis qu'ils vont très probablement casser pas mal de startups avec cette arrivée, et tout simplement parce qu'il y a beaucoup de startups qui aujourd'hui se basent sur la transcription faite avec des modèles d'IA,
Et donc bah là OpenAI, hein, vu que c'est eux ils ont aussi leur propre modèle, hein, qui est le modèle Whisper, ils l'ont intégré directement, et ils vont juste le proposer, ça va faire partie des services supplémentaires. Et je pense qu'à terme, hein, que ce soit avec OpenAI, Claude ou autre, hein, on aura tout simplement la transcription qui sera intégrée à l'application. C'est pas quelque chose de très compliqué, je pense, à mettre en place d'un point de vue technique pur, hein. Par contre, c'est plus l'aspect gérer autant d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs. Là, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué d'un point de vue infrastructure. Mais bon, sinon, en soi, le modèle, ils l'ont déjà, l'intégration, ils peuvent déjà la faire, etc. La technologie est déjà là, hein. C'est plus que, voilà, pour rendre ça disponible à un prix qui reste cohérent pour eux aussi, c'est plus là que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais donc forcément, je pense qu'il y a pas mal de startups qui vont peut-être être un peu plus inquiètes, hein, puisque avec cette arrivée-là, ça va leur faire une très très grosse concurrence. Ensuite, petite annonce, on a des nouvelles lunettes qui arrivent avec un partenariat entre Oakley et Meta pour faire des nouvelles lunettes connectées. Donc voilà, pas une info incroyable, hein, mais plus juste pour vous dire que Meta pousse continuellement encore ce device des lunettes connectées, et on attend toujours qu'ils nous donnent un peu des nouvelles, hein, de leur prototype. Leur prototype qui du coup permettait d'afficher aussi et pas juste d'interagir avec le son. Là pour l'instant les lunettes de Meta c'est uniquement l'audio, et ils nous ont montré un prototype qui avait l'air assez impressionnant, qui fonctionne avec un écran, et voilà, on attend d'en savoir un peu plus là-dessus, parce que là je pense que pour le coup ça pourrait être un appareil très très intéressant qui pourrait même remplacer le smartphone dans pas mal de cas dans pas mal de cas pratiques, hein, donc assez intéressant. Ensuite on a des informations qui nous viennent du CEO de Cloudflare. Et le CEO de Cloudflare, il nous partage quelques informations intéressantes sur le nombre de personnes qui vérifient les liens quand on donne quand on a une réponse dans un chatbot. Donc quand on pose une question à ChatGPT et qui va nous donner des liens vers des sites internet, hein, ou Claude ou autre, a priori la majorité des personnes ne vérifient pas du tout ces liens, puisque maintenant voilà, la confiance est plutôt établie avec les IA. Donc moi je vous le dis à chaque fois, faites quand même attention, gardez un sens critique avec les IA, parce qu'elles peuvent toujours se tromper, elles peuvent toujours halluciner. Mais bon, c'est vrai que une fois qu'on la teste une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et qu'on voit que le résultat est à chaque fois très bon, au bout d'un moment on se dit j'ai confiance, et on va plus vérifier les sources en elles-mêmes. Et ça c'est un souci pour tous les sites un petit peu qui créent du contenu et qui fonctionnent avec de la publicité, puisque plus personne ne visite leur site. Et ils nous donnent du coup quelques chiffres, hein. Avant, quand on avait du Google, on avait sur une page, on avait à peu près 18 personnes une personne sur 18 qui cliquait sur un des liens qui était disponible dans la page. Au début de OpenAI, on était à une personne sur 250, enfin pour 250 pages qui étaient consultées, on avait une personne qui se retrouvait à consulter un des liens. Et aujourd'hui, il estime qu'on est plutôt à 1500 pages, voire même 60 000 pages. Donc au final, pour Claude, donc on aurait un visiteur pour 60 000 pages consultées sur Claude, donc c'est énorme, hein. Ça vous montre à quel point les personnes maintenant ont confiance en l'IA. D'ailleurs, ça montre un assez gros décalage entre Claude et OpenAI là-dessus. Et ça m'étonne pas trop, parce que pour avoir pas mal utilisé Claude récemment, je trouve honnêtement qu'il est très 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 performant, et qui, je trouve, donne souvent des très bons résultats. Donc moi personnellement, je commence à m'en servir de plus en plus, et je trouve qu'en termes de réponses assez fines et expertes, il est vraiment assez bon. Et c'est possible d'avoir des équivalents avec OpenAI, mais il faut souvent avoir des prompts bien mieux faits que ceux que j'ai besoin de faire, en tout cas avec Claude, j'ai l'impression. Et aussi souvent avec OpenAI, on est obligé de passer sur le modèle O3 ou O3 Pro. Et tout de suite, ça prend quand même pas mal de temps, alors qu'avec Claude Sonnet, on a, je trouve, un résultat qui est bien supérieur au résultat qu'on peut avoir avec GPT-4o, donc le modèle de base de OpenAI. Ensuite, on a encore plus de vidéos, avec ici une petite démonstration. Donc ça c'est une vidéo qui a été tout simplement postée par Perplexity, et qui nous montre tout simplement que maintenant on peut générer de la vidéo avec Perplexity, et ça c'est avec un modèle qui est dédié. Donc ils n'ont pas précisé exactement quel modèle utiliser, mais voilà, ça fait partie des nouveaux modèles qui sont disponibles. Et là j'ai une autre démo, c'est celle qui vient de Créa, donc Créa qui est un agrégateur, un site qui regroupe justement tout ce qui est images, vidéos, etc. Et où là ils nous font une petite démo du dernier modèle qui s'appelle AI Luo AI, qui est un modèle qui nous vient de Chine, et qui donc du coup est maintenant disponible sur la plateforme Créa. Et toujours sur cette version de Alluo, je crois que j'en avais trouvé une autre qui était assez sympa.
Ouais, voilà, je crois que je vous la montre un petit peu plus tard. Sur la partie toujours vidéo, j'ai trouvé cette démo qui est assez intéressante de chez iGen. Donc iGen, c'est l'outil IA qui vous permet de créer des avatars. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui donner un avatar, lui donner un élément, donc une basket, un objet ou autre, et on a instantanément une vidéo type influenceur qui nous présente le produit. Donc je pense que pour ça, ils se sont basés sur leur modèle de génération à partir d'une image, hein, qui fonctionne très très bien, que j'ai utilisé plusieurs fois moi quand j'ai déjà eu des trous dans mes vidéos. Ça m'est arrivé de m'en servir et le résultat est souvent assez impressionnant. Et voilà, il y a d'ailleurs des personnes qui m'ont dit qu'ils s'en étaient pas forcément rendu compte, hein, donc ça marche plutôt bien. Et donc là, voilà, ils ont créé un modèle qui va permettre de très facilement générer des publicités pour mettre en avant un produit. Donc voilà, les fameux influenceurs IA, à voir à quel point ça va prendre de l'ampleur ou pas. En tout cas, maintenant, ça va être assez facile de pouvoir générer ce genre de vidéo. Ensuite, on a une sortie intéressante d'un modèle qui est un modèle qui nous vient de Chine et qui est un modèle open source, mais donc aussi disponible sur les serveurs chinois, avec l'agent qui s'appelle Minimax et leur modèle aussi Minimax, qui est honnêtement assez impressionnant. Déjà, il a une fenêtre de contexte de 1 million de tokens, et jusqu'à maintenant, on avait Gemini qui pouvait aller aussi loin en termes de taille de contexte, sauf que là maintenant on a un modèle open source qui est capable de le faire également. Et voilà, après ils nous ont sorti un espèce d'agent qui se base justement sur ce modèle et qui est capable de faire tout un tas de choses. Donc c'est un petit peu comme le modèle de Manus. Donc voilà, ils ont mis pas mal de démonstrations. Je l'ai testé là pour vous faire un petit slide. Je lui ai demandé de faire un slide sur la culture du vin à Paris. On va voir ce qu'il nous a fait justement, là il vient de terminer. Et je voulais voir un petit peu ce qu'il était capable de faire, parce que dans les démonstrations, ils arrivaient à récupérer des images, et je voulais voir si là c'était le cas ou pas. Et donc je vois que non. Donc il nous a fait des slides qui sont assez sympas, mais honnêtement on est tout à fait capable de faire des choses similaires aujourd'hui avec d'autres outils comme Genspark, Manus ou encore même Claude, et via ces artefacts, qui est capable de faire des choses assez impressionnantes. Moi, ce que j'avais vu qui était assez impressionnant sur le site de Minimax, si je retourne dessus, c'est que dans leur démonstration, ils avaient mis par exemple ici une démonstration d'un site internet qui présentait le Louvre, et le site incluait justement des images et un guide audio. Et là franchement, pour le coup, je suis assez impressionné du résultat, mais voilà, à quel point il y a du cherry picking là-dedans, à quel point c'est reproductible ou pas. Là en tout cas, moi, quand je lui ai demandé de nous faire quelque chose sur Paris, il a été incapable d'intégrer des images. Alors c'est vrai que je l'avais pas spécifié, mais au final voilà, ce qu'il nous a fait, c'est quand même un petit peu un niveau en dessous des démonstrations qu'ils mettent sur leur site. Bon, en tout cas voilà, intéressant et à creuser. Comme d'habitude, l'année 2025 c'est l'année des agents IA. On voit qu'ils prennent de plus en plus de place, et qu'on commence à pouvoir faire des choses très faciles avec un simple prompt. Et c'est vrai que là-dessus, les différentes entreprises chinoises sont vraiment beaucoup sur le sujet, qu'elles utilisent des modèles chinois derrière ou des modèles comme celui de Claude, qui est utilisé pour Genspark ou Manus notamment. En tout cas, elles avancent très rapidement sur le sujet. Ensuite, une petite info, j'en parlerai un peu plus dans la newsletter, mais on a une organisation à but non lucratif qui a créé un site de OpenAI Files, qui regroupe tout un tas d'informations sur OpenAI et sur l'histoire d'OpenAI et sur comment ils sont passés d'une entreprise à but non lucratif à une entreprise à but lucratif, avec voilà pas mal de choses qui sont quand même souvent pas mal à charge aussi sur leur CEO Sam Altman. Donc je trouvais ça intéressant de voir un petit peu tout ce qui avait pu ressortir de toute la documentation qu'ils ont pu récupérer, qui peuvent venir parfois de procès, qui peuvent venir d'informations qui viennent d'anciens employés ou autres. Voilà, ça regroupe pas mal d'informations sur le sujet. Si c'est l'histoire d'OpenAI et les informations autour de OpenAI vous intéressent, allez y faire un tour, le site a l'air d'être plutôt bien fait. Et voilà, j'en parlerai un petit peu plus dans la newsletter pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a une news qui nous vient de OpenAI qui nous parle de la biologie, puisque et là ils nous ont fait une annonce où ils expliquent que leur modèle d'IA va avoir certaines limitations quand on va lui poser des questions sur tout ce qui est lié à la biologie, notamment potentiellement création d'armes bactériologiques ou autres. Et donc voilà, ils nous ont fait un petit article pour nous rassurer sur le sujet, en nous disant que c'est un des sujets qui leur tient à cœur et qui font bien attention à avoir de la sécurité là-dessus. Ça me rappelle un petit peu ce que Claude avait fait quand ils ont fait un petit peu leur test de sécurité sur leur dernier modèle Opus 4.
ils ont justement constaté qu'il fallait faire attention à ce modèle sur la partie aide à la création d'armes, d'armes chimiques par exemple, et où donc ils ont fait une passe là-dessus et où ils ont rajouté des éléments de sécurité pour que le modèle ne puisse pas nous aider à créer ce genre d'armes si on a déjà des connaissances dans le sujet, et donc voilà, qu'il y ait certaines limitations qui soient rajoutées. Ensuite, j'ai trouvé un petit article assez intéressant, c'est une étude du Alan Turing Institute qui a fait des petites recherches sur l'utilisation de l'IA chez les enfants, principalement en Angleterre. Alors je vous donne quelques chiffres, on a 55% des foyers qui utilisent des outils d'IA générative, surtout en Angleterre, et dans les foyers de catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc excusez-moi, l'étude elle a été faite pas uniquement en Angleterre, mais voilà, c'est là en tout cas où il y avait les chiffres les plus élevés. On a 22% des enfants de 8 à 12 ans qui ont déjà utilisé une IA générative, principalement ChatGPT à 58% et Gemini à 33%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? L'IA elle est utilisée à 52% dans les écoles privées, principalement chez les enfants de plus de 12 ans. Ils s'en servent pour créer des images, pour chercher des informations, ça c'est la majorité du temps, mais également pour jouer et pour les aider à faire leurs devoirs évidemment. 68% des enfants utilisateurs de l'IA trouvent que c'est quelque chose qui est plutôt excitant. 76% des parents dont les enfants utilisent l'IA sont plutôt positifs vis-à-vis de ça, mais 82% craignent quand même l'accès à des contenus inappropriés et 77% à des informations fausses. Donc voilà, en tout cas intéressant de voir que cette étude montre, pareil j'irai un peu plus en détail dans la newsletter, que l'IA c'est vraiment devenu aujourd'hui quelque chose qui prend énormément de place, y compris du coup voilà, chez les familles et chez les enfants. Ensuite on va aller sur un autre modèle de vidéo qui nous est proposé par Iggs, et donc Iggs il nous propose un modèle qui est assez intéressant puisqu'il peut tout simplement modifier en live des objets dans une vidéo. Donc pareil, ça je pense que pour de l'usage publicitaire ça va être des choses qui vont intéresser pas mal de personnes, puisque si ça vous permet de remplacer certains objets, ça vous permet peut-être de prendre une vidéo qui a été tournée, une vraie vidéo, et puis derrière de modifier certains objets pour mettre les objets que vous voulez en valeur. Donc voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'il propose. Un petit détour aussi sur voilà le papier qui avait fait pas mal de bruit, créé par Apple, enfin qui est sorti par des chercheurs d'Apple il y a déjà voilà 2 semaines, juste avant leur conférence du coup pour les développeurs, où ils avaient fait un papier qui expliquait que il n'y avait pas vraiment de fond, que l'IA ne faisait pas vraiment de raisonnement, que le modèle de raisonnement en fait ne fonctionnait pas vraiment. Et donc voilà, il y a des personnes qui ont un peu creusé le papier et qui ont un petit peu voilà expliqué que au final si il y avait quand même des vrais angles morts dans ce papier de recherche, et qu'aujourd'hui on arrive à vraiment avoir du raisonnement avec l'IA. Donc voilà, je vous mettrai pareil les liens si vous voulez aller voir un peu plus tout ça en détail, mais tout ça c'est assez intéressant. Je me demande si Apple a pas voulu voilà aussi mettre un papier pour dire non mais l'IA de raisonnement ça marche pas vraiment, juste avant d'annoncer que l'IA globalement ils en faisaient pas. Est-ce que c'est pas une façon aussi un petit peu pour eux de gérer un peu leur communication pour dire maintenant mais l'IA c'est pas si bien, c'est pour ça qu'on n'y va pas, etc. Bon en tout cas là leur papier a priori ne tient pas vraiment debout quand on le regarde en détail et quand il est un petit peu regardé par d'autres experts du domaine. Enfin pour terminer, je voulais alors j'ai 2 dernières nouvelles pour terminer. Je voulais montrer une publicité. Cette publicité elle est passée tout simplement à la finale de NBA. Donc c'est assez impressionnant puisque c'est une publicité qui a entièrement été faite avec VO3. Donc VO3 c'est le modèle de Google, et donc justement la personne qui a été embauchée pour faire justement cette publicité a dit que ça a coûté environ 2000$ à faire, et au final elle est passée sur un spot en télé pendant une finale de NBA. Donc je vous laisse imaginer normalement le budget qui est alloué pour faire ce genre de vidéo, et donc là ils ont tout fait via cette IA VO3, et je vous montre un petit peu ce que ça rend en termes d'image. Donc forcément avec VO3 on a le son aussi, donc ça fait partie aussi des choses qui sont assez impressionnantes avec ce modèle. Et forcément la personne aussi, elle a généré beaucoup de vidéos pour arriver à ce résultat là. Elle a pas pris la première vidéo, elle a généré à peu près 400 clips
qui ont été générés pour ensuite faire un petit montage avec l'ensemble et avoir ce rendu. Et donc voilà, assez fou de se dire que maintenant on a des publicités qui passent à la télé sur des heures de grandes écoutes qui sont entièrement générées par IA. Ça a été très vite. VO3 il est sorti il y a quelques semaines, et donc là on a déjà des applications concrètes, donc l'impact il est vraiment concret. Forcément toutes les entreprises ne vont pas s'accaparer tout de suite ce genre d'outil, mais ça va arriver très vite, et même de ce que j'ai vu même à Vivatech, je vois que maintenant, y compris les grandes entreprises, elles s'intéressent vraiment à l'intelligence artificielle et elles commencent vraiment à regarder comment l'intégrer, et c'est des choses qui arrivent concrètement aujourd'hui. Et la dernière actualité, justement, elle concerne encore Midjourney, qui a un procès en cours avec Disney, qui a tout simplement montré que avec Midjourney, il était très facile de pouvoir reproduire des images à la frame près, quasiment, de certains de leurs films. Et donc on verra où ce procès aboutira. C'est toujours le même sujet. De toute façon, je ne suis pas étonné que ce soit Midjourney, que ce soit OpenAI, que ce soit Anthropic, etc. Voilà, c'est sûr qu'il y a un moment donné, il y a des données qui étaient protégées, qui étaient sous droit d'auteur, qui se sont retrouvées dans leur modèle d'entraînement. Maintenant, voilà, je pense que eux, ils ne sont pas gênés. Leur objectif, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible pour avoir les meilleurs outils possibles pour prendre des parts de marché, et après ils verront bien. Et donc là, on verra comment tous ces procès se dérouleront. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que quand je prends le travail d'une personne pour régénérer quelque chose, même si ça ressemble énormément au travail d'origine, est-ce que c'est de l'inspiration ou est-ce que c'est un vrai problème de copyright? Alors sur du texte, c'est plus subtil à détecter. Sur de l'image, c'est assez visible. Mais voilà, à quel moment on va considérer que c'est quelque chose qui est un usage, un fair use ou pas, et voilà, tout ça ce sera déterminé par des procès, mais bon, le temps qu'ils aboutissent, on va être honnête, que ce soit Midjourney ou que ce soit OpenAI ou autre, ils auront eu le temps d'énormément avancer dans le modèle, parce que bon, entre le procès, les appels, etc., la justice, ça va prendre plusieurs années, et quand on voit ce qui s'est passé juste les 3 dernières années, je vous laisse imaginer dans 3 ans où on en sera, et donc peut-être qu'au bout d'un moment aussi, ils seront capables d'avoir des données qui seront peut-être synthétiques, et ils auront plus du tout besoin de ces données qui ont été utilisées avec des vraies images de films ou autres, et qui pourront peut-être travailler avec des datasets de données synthétiques qu'ils auront produits, et que donc du coup ils pourront dire oui, effectivement notre ancien modèle il utilisait des données qui étaient sous copyright, mais le nouveau ne le fait plus, donc maintenant voilà, on n'a plus de problème là-dessus. Donc on verra un petit peu comment tout ça pourra déboucher. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Donc encore une fois, un épisode un peu plus improvisé. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je mets tous mes liens dans la description. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!